Léa, bienvenue et merci d'avoir Ouais. accepté mon invitation. Merci beaucoup, Christelle. C'est une très très belle intro. Super sympa. Merci à toi pour ton invitation. Alors, pour commencer, pour se mettre dans le bain, j'aime bien voilà, démarrer mes interviews avec ce que j'appelle couramment prendre la température, mais en réalité, il s'agit plus de prendre une prise de confiance. Ok. Et dans ce cas, Léa, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance en toi là maintenant, face à cet exercice? Je dirais 10. Mais évidemment, avec un super podcast, déjà, on est Ouais. rodé. On va dire que voilà, ça fait quelques années maintenant que je me prête à l'exercice, donc c'est sûr qu'il y a peut-être 2 ans, ça n'aurait pas été aussi évident. Mais on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. Et il est évident que la pratique aide à se sentir à l'aise. Mm. Et du coup, comment dire, mon petit rodage de début d'épisode, c'est pour se mettre à l'aise toujours, hein, et pour continuer à faire plus ample connaissance, je te propose un portrait chinois. Ok. Alors, si tu étais un élément, L'air. si tu étais une pièce de la maison, Le bureau, c'est clair. Mon bureau. si tu étais un livre, Au bonheur des dames d'Émile Zola. si tu étais un dessin animé, Aladdin de Disney, hein, je précise. Le vrai Aladdin de Disney, ouais. si tu étais une mauvaise habitude, Mmh. Si j'étais une mauvaise habitude? C'est une super bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Alors attends, je vais réfléchir rapidement. Si j'étais une mauvaise habitude, la fainéantise. Complètement. si tu étais un paysage, Ce serait, une vue sur l'acropole à Athènes. Faut savoir que c'est un paysage parce que en fait, tu le vois depuis une colline, donc tu as vraiment l'impression d'être en pleine nature alors que tu es en pleine ville. C'est ça qui est marrant. Mmh. si tu étais un sport, Ouh là, le sport et moi, alors, l'apnée. Le seul sport que je pratique vraiment, l'apnée, ouais. Mmh. et pour finir, si tu étais un animal. Une chouette. Eh ben, vois-tu à cette réponse, là, à cette question, je m'attendais plutôt à la pie ou à un autre animal bavard ou Pas du tout, cafeteur. pas du tout. Alors c'est marrant parce qu'on me dit souvent, «Ouais, tu es bavarde» parce que, quand je parle de mon compagnon, je me moque gentiment de lui parce qu'il parle beaucoup et on me dit souvent: «Ah bon? Moi je croyais que c'était toi qui étais bavarde» et en fait je ne suis pas du tout bavarde. J'écoute beaucoup, je parle très peu, je parle souvent moins que les gens qui m'entourent. Donc ouais, c'est marrant parce qu'on a cette image-là de moi, probablement par les réseaux parce que quand tu es sur ton compte Insta et ben, c'est toi qui parles, hein. Mais en réalité, je parle peu, voilà. J'écoute plus. Mmh. Et ben, dans ce cas, pourquoi ce surnom de la cafeteuse? Cafeteuse parce que, l'histoire a commencé avec un blog mariage, donc pas du tout ça n'a rien à voir avec le business. J'avais lancé un blog mariage puisque je suis issue à la base du milieu du mariage. J'ai été décoratrice de mariage, j'ai été officiante de mariage, j'ai été, créatrice de papeterie de mariage, donc j'avais créé un blog mariage et dans l'idée de donner des tips aux gens pour leur mariage et d'y aller vraiment franco, de pas parce que moi les petits papillons, les petits oiseaux et tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis assez cash, donc je me suis dit: «Faut que ce soit comme moi, faut que ce soit cash» et j'avais trouvé cafeteuse dans l'idée de cafeter des infos,
tu vois, de quelqu'un qui cafte, c'est quelqu'un qui balance. Et j'ai lancé mon blog qui s'appelait Cafteuse Co. Et après, suite à ce blog-là, j'ai des entrepreneuses qui sont venues me voir et qui m'ont dit, il faut que tu m'apprennes à faire comme toi, à parler aussi clairement, aussi facilement des tarifs, de ce qui est important pour toi. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure du coaching. Et du coup, j'ai gardé Cafteuse. J'ai enlevé le Co, mais j'ai gardé Cafteuse. Donc voilà, c'est venu de là. Et j'aime bien parce que c'est pas courant, parce qu'on s'attend pas forcément à ça pour une coach business. Et je trouve que ça me correspond. Voilà, donc je le garde. Super, merci pour cette explication. Et parce que du coup, moi, je m'étais dit la cafeteuse, ça vient peut-être d'une envie justement, bah, comme tu disais, de communiquer au monde. Je vois notamment bah, que tu as un podcast, une chaîne YouTube, un blog. Et donc moi, ce que j'ai perçu en préparant cette interview, que vraiment tu avais cette envie de communiquer et de partager un message. Et Ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus? En réalité, c'est marrant parce que à la base, quand j'ai vraiment le nom cafeteuse, c'était vraiment pour le mariage et j'avais pas l'intention de sortir du cadre du mariage. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en vacances à Athènes justement et là-bas, j'ai eu une espèce de claque en pleine gueule à me dire en fait, je pourrais vivre une autre vie. Et je serais heureuse à vivre une autre vie. Peut-être que je suis en train de passer à côté de ma vie. C'était en 2018. Et du coup, je suis rentrée à La Réunion, puisque je vis à La Réunion. Et La Réunion, c'est super, c'est génial, c'est un peu loin de tout, quoi. C'est juste ça le problème, c'est qu'on est perdu au milieu de l'océan Indien. Et, et aussi, le deuxième problème, c'est que j'étais décoratrice de mariage. Donc, j'étais vraiment bloquée à La Réunion pendant les week-ends et pendant les vacances, là où il y avait le plus de mariages. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et c'est pour ça que j'ai lancé le blog mariage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que les gens viendraient vers moi pour que je les aide dans une transformation. Et ça n'a pas du tout été volontaire. Et c'est pour ça, effectivement, aujourd'hui, je sais très clairement que mon rôle, peut-être que ma mission d'ailleurs, dans cette vie-là, c'est de guider des gens, c'est d'apporter de l'espoir, c'est d'apporter des réponses. Mais je t'avoue qu'au départ, c'était pas du tout dans mon état d'esprit. Et surtout, je me disais, je suis qui, moi, tu vois, pour aider ces gens-là? Je suis qui, moi, en fait? Donc, c'est pas. Au début, c'était pas du tout une volonté. Maintenant, c'est très clair. Je sais que c'est ça que je veux faire, mais pas au début. Et justement, comment on passe de fleuriste à coach en business? En s'écoutant. Déjà, il faut savoir qu'avant d'être fleuriste, je faisais un bac littéraire, option théâtre, parce que j'avais l'intention de faire du théâtre. Et j'étais une de mes meilleures de la classe en terminale. Et du coup, quand j'ai dit à mes profs, l'année prochaine, je vais faire fleuriste, je vais faire un CAP, ils sont venus me voir les uns après les autres et ils m'ont dit, Léa, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire un CAP, vous devez entrer à la fac, vous devez être prof de français, etc. Et moi, j'étais là, mais prof, mais je supporte pas les gens. Parce que quand j'étais ado, j'avais un vrai problème, c'est-à-dire que je supportais pas les gens que je considérais comme pas, tu vois, je les trouvais lents au niveau du cerveau, je trouvais qu'ils réfléchissaient très lentement. Pour moi, ça fusait. Et du coup, je les supportais pas. Et je me disais, je vais être en face de ces gens-là, à leur apprendre des choses, c'est n'importe quoi. Tu vois? Et ça vibrait pas. Par contre, fleuriste, ça vibrait vraiment. Donc, je suis allée vers ce qui me faisait vibrer contre la vie générale, en tout cas. Et après, quand j'ai été fleuriste, je me suis éclatée. J'ai adoré ce que j'ai fait, vraiment. Je suis arrivée à La Réunion, j'ai lancé mon entreprise, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Ma fille est née, j'ai commencé à ne plus adorer ce que je faisais. Et donc, je me suis dit, faut que je trouve quelque chose qui me permet à nouveau de kiffer. Et c'est là que je me suis formée pour faire de la papeterie de mariage, puis officiante de cérémonie laïque, etc. En fait, à chaque fois que je commence à ne plus prendre de plaisir dans ce que je fais, je vais chercher à faire autre chose. Absolument. Il faut que ce que je fasse me fasse vibrer parce qu'en fait, c'est ce que je fais la majorité du temps. Tu vois? Donc, comment passer de fleuriste à coach business? Je dirais simplement en s'écoutant et c'est valable pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent changer de voie. C'est juste
est-ce que là où tu en es aujourd'hui, ça te nourrit? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu peux te mettre à ton bureau ou dans ton atelier pendant des heures et des heures et des heures? Si la réponse est non, c'est qu'il est temps de changer. C'est aussi simple que ça. Et le changement, ça passe par l'action, par écouter ce qui te donne envie. Et après, je dirais que quand les premières actions sont posées, je sais pas, le reste se fait. Se fait. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, ça se fait. Ok. Et ben passons à l'action alors. Ouais. Oui, à un moment donné, il faut se bouger, ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y a eu d'autres événements que ceux que tu viens de nous partager qui t'ont vraiment dit, bah là c'est bon, je suis en train de, je sais pas, de mettre ma santé en péril ou je vais mourir à petit feu. Je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont eux vraiment décidé, ils t'ont vraiment marqué pour te faire changer d'orientation et Ouais, basculer. ouais, il y en a deux. Il y a la naissance de ma fille en février 2014. Ça a vraiment été le premier déclic parce que à 6 mois de grossesse, je me suis retrouvée à l'hôpital en menace d'accouchement précoce. J'avais des contractions toutes les 5 minutes. Parce qu'en fait, j'avais décoré un mariage de 500 personnes 15 jours avant. Et, et une semaine après, je décorais de nouveau un mariage de 300 personnes. Sauf qu'il y avait des escaliers. Moi, je marchais, je me comportais comme si je n'étais pas enceinte. Je me comportais en chef d'entreprise. Je me comportais, mais débile, hein, parce que c'est pas être chef d'entreprise, ça pour moi, c'est être complètement débile. Maintenant, avec le recul, mais tu vois, je me disais, c'est moi qui donne l'exemple. Je dois bosser à fond, en fait, à fond, à fond, à fond. Donc, je bossais plus que les autres. Et, et ouais, donc au bout de 15 jours, je me suis retrouvée à l'hôpital et là, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête de déconner. C'est soit ma santé et celle de ma fille, qui n'est pas encore née, mais que je mets déjà en danger, soit c'est mon entreprise. Et là, j'ai fait le choix de ma santé, de ma fille et de ma famille. Donc, j'ai arrêté l'entrepreneuriat, j'ai arrêté cette entreprise-là, mais bon, j'ai très vite repris parce que je ne sais pas faire autre chose que d'entreprendre. Donc, mais j'ai créé une entreprise, la deuxième entreprise qui était beaucoup plus alignée avec mes valeurs. Et voilà, je décorais des mariages de moins de 100 personnes une fois par mois. Je faisais de la papeterie de mariage. Je faisais des choses qui me demandaient beaucoup moins de temps, qui me permettaient d'être plus disponible. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est vraiment le voyage à Athènes où je suis rentrée à La Réunion, mais j'étais tellement mal. Tu vois, je me souviens, j'étais à La Réunion, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Dans l'avion, je me rappelle très bien de l'avion d'Athènes à Paris. Je me disais, en fait, ma vie, ça pourrait être avec un sac à dos de 12 kilos sur le dos et ça m'irait très bien. Je serais complètement heureuse. J'ai pas besoin de tout ce que j'ai. Et surtout, je n'ai plus envie de rester bloquée à La Réunion. Alors que La Réunion, c'est un choix, hein. À la base, je suis de Strasbourg, donc je suis arrivée à La Réunion il y a 14 ans. Mais c'est simplement qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de vivre ma vie, celle que j'ai envie de vivre. Et c'est comme ça que je vois mon business. Donc, mon business aujourd'hui doit me permettre de vivre cette vie-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est cool. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette vie de rêve? Ouais. Alors, moi, mon objectif de vie, c'est déjà d'être nomade. Aujourd'hui, j'ai une petite fille dont le papa vit à La Réunion, donc j'ai quand même envie de rester à La Réunion parce que pour moi, c'est important qu'elle puisse profiter de son papa aussi, puisqu'on est séparés. Mais dans ma tête, je sais que à chaque vacances, je veux pouvoir bouger. Chaque vacances scolaires, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est prof, donc il est souvent en vacances. Et donc voilà, donc on bouge et c'est surtout en fait de pouvoir emmener mon travail où je vais. C'est-à-dire, si je veux être en Alsace, si je veux être là, j'étais à Venise, j'étais à Athènes, peu importe en fait, peu importe l'endroit où je suis, je peux travailler. Ça veut dire qu'en fait, mon business model doit se faire entièrement en ligne. Tu vois? Donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro 1 qui est atteint. Ensuite,
Pour moi, une vie idéale, c'est une vie où j'ai de la disponibilité pour ma famille, pour mon compagnon et pour ma fille. C'est hyper important pour moi, donc ça, c'est non négociable. Et du temps pour moi aussi, et ça, c'est super important. Voilà. Et ensuite, pour moi, ma vie idéale maintenant, je le sais, c'est d'apporter aux autres, mais ça, je le savais pas forcément avant. Mmh. Et donc tout ça est pleinement comblé aujourd'hui avec ton Ouais. travail. Après, tu sais, le propre de l'être humain, c'est qu'il a toujours envie, quand il arrive à une étape, il y a une autre étape qui se profile. Donc là, je sais pas ça, mais maintenant tu sais, ça, c'était mon objectif de août 2018, quand je suis rentrée de vacances et que je me suis dit: «Il faut que je change de vie». Maintenant, j'ai changé de vie, OK. Maintenant que j'en suis là, j'ai d'autres objectifs. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce qui rend le truc excitant, c'est que tu as jamais fini, c'est une progression continue. Mmh. Et dans tous ces changements de vie justement que tu as eu, quelles sont, si tu en as eu, les peurs qui t'ont submergé à ces moments? Mmh. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est les 2. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Et qu'est-ce que tu as fait pour les dépasser? Est-ce que juste le fait de passer à l'action, ça t'a aidé à passer ça, ou est-ce que tu as mis des stratagèmes pour les dépasser? Alors, déjà, je me suis fait former, j'ai été formée en coaching, et j'avoue que le fait d'être formée en coaching, en PNL, en hypnose, et cetera, ça m'a permis d'obtenir des outils qui m'aident à aller beaucoup plus vite, parce que c'est évident que quand tu es dans un parcours entrepreneurial, et d'ailleurs un parcours de vie, en fait, c'est même pas qu'un parcours entrepreneurial, c'est vraiment un parcours de vie. Il y a des moments où ton énergie, elle est pas au top. Bon, c'est comme ça, c'est normal. Et c'est vrai que d'avoir des outils, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, parce que je peux vraiment dépasser ça beaucoup plus rapidement, donc je vais plus vite. C'est clair que le passage à l'action, ça aide à traiter la peur, parce qu'on a peur avant de passer à l'action. Si je te demande, quand tu as passé ton permis, je sais pas si tu as passé ton permis ou si tu as passé ton bac, en fait, peu importe, jusqu'à quel moment tu as eu peur? Jusqu'au moment où tu as passé l'examen. Oui, tout à Après, une fait. fois que tu avais passé l'examen, tu avais peur pour autre chose, tu avais peur pour le résultat. Oui. Une fois que tu as eu le résultat, tu as eu peur pour autre chose. Tu t'es dit, bon, si par exemple c'était le bac, bon, maintenant, est-ce que je vais être acceptée à la fac, ou qu'est-ce que je vais faire de mon bac? Est-ce que je vais réussir ma vie? En fait, on passe d'une peur à l'autre comme ça constamment. Et chaque passage à l'action, ça marque la fin d'une peur. Mais c'est juste la fin d'une peur, parce qu'il y en aura de toute façon une autre derrière, et c'est ça l'évolution. Et c'est comprendre qu'en fait, avoir peur, c'est normal. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'était sainement constitué là-haut. Donc tant mieux. Au niveau de l'esprit, c'est sain d'avoir peur. Maintenant, quand la peur empêche le passage à l'action, c'est là que ça devient problématique. Et justement, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices qui ont peur justement de ce passage à l'action. Qu'est-ce qui se passe si tu ne passes pas à l'action? Au pire du pire. Qu'est-ce qui se passe si tu restes là où tu en es actuellement? Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien? Si tu fais le choix de ne rien faire, parce que c'est un choix. Et c'est aussi une action. La non-action, c'est une action. Donc, est-ce que tu préfères choisir de ne rien faire? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer au pire du pire? Et où est-ce que tu décides de te bouger? Et qu'est-ce qui peut se passer au pire si tu bouges, et au mieux si tu bouges? Parce qu'en général, on bouge parce que c'est douloureux. Il y a des gens qui bougent parce que c'est douloureux. Il y a des gens qui bougent parce qu'ils vont vers quelque chose, et il y a des gens qui bougent parce qu'ils souhaitent s'éloigner d'eux. Il y en a qui vont vers, et il y en a qui s'éloignent d'eux.
Et d'ailleurs, la même personne peut aller vers quelque chose ou s'éloigner d'autre chose. Ça dépend en fait des domaines dans sa vie. Mais il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de la douleur, ça fait fuir. Donc si tu veux fuir la douleur, le pire du pire, pense-y, ça t'aidera peut-être à passer à l'action. En te disant qu'à partir du moment où tu passeras à l'action, la peur sera derrière toi. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Dans tes pratiques justement de coaching, est-ce que tu aurais un exercice ou un petit jeu ludique pour nos auditrices pour qu'elles puissent gagner en confiance en elles? Non. Non. Et je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, je parle pas beaucoup de confiance en soi dans mes programmes. Parce que je trouve que c'est un concept qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et parfois, en fait, ça devient un petit peu une excuse du genre « Ouais, mais moi, j'ai pas confiance en moi, donc je passe pas à l'action ». Et je trouve ça un petit peu facile. Et je trouve d'ailleurs que si maintenant je décide de parler à quelqu'un de son manque de confiance, je ne fais que lui donner une pierre en plus pour son mur, tu vois, d'auto-sabotage. Donc, je ne parle jamais à mes coachés de manque de confiance. Je ne leur dis jamais, oui, mais là, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Jamais. Je n'utilise jamais ce concept. C'est un choix que je fais. Après, j'ai raison, j'ai tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne parle pas de manque de confiance. Donc, non, je n'ai pas d'exercice ludique. Je vais pas, parce qu'en fait, moi, avec le coaching, avec la PNL et avec l'hypnose d'ailleurs, je vais pas aider les gens à se sentir, enfin, à quitter la non-confiance. Je vais plutôt les aider à se sentir d'une certaine façon une ressource, en fait. Je vais les aider à contacter une ressource. Donc, comment est-ce que tu veux te sentir? Est-ce que tu veux te sentir fier? Est-ce que tu veux te sentir en confiance? Est-ce que tu veux te sentir j'en sais rien, moi, inspirante, motivée, motivante, j'en sais rien en fait. Mais c'est plutôt ça, c'est plutôt que de leur parler de leur manque de confiance, je vais leur demander, mais en fait, tu as besoin de quoi? De quoi est-ce que tu as besoin? Si tu me dis, j'ai besoin de fierté, eh bien, on va aller chercher avec des exercices des souvenirs de cette fierté. Parce qu'en fait, on a déjà des souvenirs. Notre corps est plein de souvenirs au niveau des émotions. Donc, je vais aller chercher un moment précis où la personne, elle a senti cette fierté-là. Et ça peut être la fierté, ça peut être n'importe quoi d'autre. La joie, le courage. Et donc, je vais lui faire un exercice qui est d'ailleurs issu de la PNL, qui s'appelle le cercle d'excellence. Pour celles qui veulent regarder, je suis sûre que ça doit se trouver sur Internet. Le cercle d'excellence c'est vraiment un super exercice pour contacter des ressources. Super, donc allez voir le cercle d'excellence pour aller trouver des souvenirs motivants et qui nous ont boosté à ce moment-là de notre vie pour pouvoir retrouver ce sentiment de force, de courage, comme tu disais. C'est ça. En fait, pour transposer ce qu'on a ressenti à un moment T à une nouvelle expérience. C'est-à-dire, par exemple, la semaine prochaine, je veux demander une augmentation à mon boss, je veux me sentir courageuse. Eh bien, comment je vais faire pour me sentir courageuse à ce moment-là? On va aller chercher des souvenirs de moments où tu as déjà été courageuse. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres techniques pour cet exemple-là précis, mais voilà, c'est un exemple. Ok, super, merci. Monter son niveau d'énergie, en fait. Quand on veut faire quelque chose qui nous fait peur, ou c'est vraiment monter son niveau d'énergie. Parce que souvent, quand on est dans la peur, on se ratatine. Tu disais tout à l'heure, mon credo, c'était « je suis nulle ». Mais il y a un super exercice d'ailleurs que vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos compagnons, c'est de tendre le bras comme ça, de se mettre debout, vraiment, de se mettre debout et à mettre le bras devant soi à angle droit. Et de répéter sans arrêt « je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle ». Mais il faut vraiment le sentir, hein, faut vraiment, vraiment le sentir. Et au bout d'un moment, vous allez demander à l'autre personne d'appuyer avec ses deux doigts sur votre bras.
Et je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Vous allez voir, ça se baisse très, très facilement. Maintenant, si vous faites le même exercice, simplement en répétant « je suis super forte, je suis la meilleure du monde, je suis hyper balèze » et en répétant ça en boucle, en boucle, en boucle, la personne aura beaucoup de mal en pressant sur votre bras à le baisser. Ça, c'est juste un exemple de ce que notre mental a comme pouvoir sur notre corps. Donc ça, c'est un petit exercice juste pour se rendre compte à quel point les discours internes sont dévastateurs dans notre quotidien. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce podcast pour montrer que la confiance en soi, et le manque de confiance en soi, c'était une pure illusion qu'on pouvait se reprogrammer et facilement, notamment, comme tu le disais, en s'affirmant des belles phrases pour gagner en force et en courage. Et d'ailleurs, quand tu étais enfant, comment tu étais? Tu étais plutôt timide ou au contraire plutôt confiante? J'étais pas. J'étais plus à l'aise avec les plus grands que moi, souvent. J'étais l'aînée déjà, donc j'étais l'aînée de 4 enfants, donc j'avais mon petit crew derrière moi. Donc j'étais habituée très très tôt à leader, tu vois. Donc c'est marrant. Ouais, je pense que j'ai été leaduse toute petite déjà, puisque j'avais 2 frères et une sœur. Je les ai toujours d'ailleurs, voilà, donc je suis l'aînée de 5 enfants maintenant d'ailleurs. Et donc j'étais déjà leader, et c'est marrant parce que la dernière fois, je sais pas comment j'étais en fait, je ne sais pas, j'ai pas le recul, mais la dernière fois, ma marraine, je lui ai expliqué ce que je voulais faire et elle m'a dit: « De toute façon, on a toujours su que tu ferais ce que tu voulais faire parce que déjà toute petite, tu menais ton monde. » Voilà, donc apparemment, j'étais voilà, déjà assez leaduse. Mais pour ce qui est de l'école, je me sentais... Je crois qu'une bonne partie, je comprenais rien à ce qu'on me racontait. Je me souviens, j'ai des souvenirs de moi devant ce tableau à me dire c'est tellement abstrait ce qu'on me raconte, je comprends rien en fait. Et peut-être, ouais, parfois me sentir nulle. Après, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui, tout au long de mon parcours scolaire, des profs qui m'ont vraiment soutenue, qui voyaient le potentiel et qui m'ont vraiment, vraiment soutenue. Ce qui fait qu'en fait, c'est marrant, tu vois, c'est en terminale que j'ai été la meilleure de ma classe. La dernière année. Ouais. C'est marrant. Ouais, l'accumulation de toutes ces années, ça a fleuri à la fin. C'est ça. Et parce que j'en avais rien à foutre, en fait. Je savais que l'année d'après, j'allais faire un CAP. Donc, en fait, ma terminale... Et c'est pour ça que maintenant, je dis aux femmes que je coach, quand il y a trop d'enjeux, on perd sa joie, on perd son efficacité, on perd en résultat. Parce que la terminale, j'en avais rien à foutre. J'avais pas besoin d'avoir mon bac. J'ai raté mon bac blanc. J'étais régulièrement absente. J'en avais strictement rien à faire. Et pourtant, j'étais la première de ma classe, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Je le faisais juste pour le fun, parce que j'aimais apprendre, mais voilà, il n'y avait pas d'enjeu. Et ça, parfois, ça m'aide, parce qu'aujourd'hui, parfois, je mets des enjeux, et j'ai remarqué que quand je mets trop d'enjeux, ça marche moins bien. Il faut vraiment rester dans la joie, dans le fun, dans le plaisir. Quand tu restes dans la joie, c'est pas la même énergie que tu dégages, et ça marche beaucoup mieux, en fait. Tu attires les bonnes choses, tu attires les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Donc, la joie est importante. Vraiment. Parce que la confiance, je sais pas, la confiance, ça s'acquiert en fait. C'est un travail. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans mes approches justement que je développe, je prône justement de tout faire par le plaisir, par le jeu et l'amusement, de trouver toujours cette petite étincelle dans chaque action qu'on fait. Et c'est justement en allant chercher cette petite étincelle qu'au final la confiance, elle se met en place toute seule. Exactement. Exactement. Parce que parfois, en fait, quand je suis allée vers ce qui me faisait vibrer, je peux pas dire que j'avais confiance en moi dans cette nouvelle aventure parce que je l'avais pas encore expérimenté, parce que souvent on a confiance dans quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Là, je savais pas, j'avais pas du tout expérimenté, j'avais pas expérimenté le coaching, et même avant ça, j'avais pas expérimenté la déco de mariage. En fait, tout ce que tu fais, il y a un moment donné,
t'es novice de toute façon. Mm. Mais c'est le kiff d'aller vers ça qui fait que ça devient fluide. Et c'est pour ça que peut-être mettre plus de kiff dans sa vie et la confiance, mettre moins l'accent là-dessus que sur la joie, en fait. Le plaisir, c'est important. C'est tellement important. Ouais. De se prendre moins au sérieux aussi. De Ouais. laisser tomber un peu le côté sérieux et de vraiment s'amuser à ce qu'on fait. Mhm. Mais je trouve que pour ça, les enfants, c'est un super bon exemple. Tu Oui, vois. ouais, Et super exemple. ouais, moi, c'est vraiment ce que m'a appris ma fille, c'est à revoir le monde avec un regard d'enfant. Tout est neuf. Et il y a ouais, vraiment ce côté de voir les choses comme si c'était la première fois qu'on les voyait. Si ce soir, quand tu rentres chez toi ou que ton compagnon rentre chez toi, tu le vois comme si c'était la première fois que tu le vois, l'accueil sera pas le même que si tu te dis, c'est le gars qui a encore oublié ses chaussettes ce matin, tu vois, par terre dans l'escalier, tu vois. C'est pas le même accueil et ça change tout. Ça change Mm. tout. Ça change une relation, en fait. Donc c'est vrai que de temps en temps, Mm. faire cet exercice, c'est chouette. Et ça marche pour tout. Ouais, un autre exercice, enfin une pratique du moins que je trouve intéressante à faire, c'est de soigner, ce que j'appelle soigner ses au revoir. Mm. Et justement, bah, quand on dit au revoir à son chéri, quand on dit au revoir à ses enfants, pour qu'ils aillent passer leur journée, ou même alors quand on dit au revoir à la maison parce on s'en va faire Mm. des courses, de soigner ses au revoir, ça fait tout de suite comment dire, ça met un cadre de paix, de sérénité, et en même temps, quand on rentre après ou quand on retrouve la personne, on est tout de suite dans un autre état d'esprit parce qu'on se dit waouh, mais en fait, ça fait peut-être Mm. longtemps que je l'ai pas vu ou ça fait peut-être 2 secondes, mais ça crée cette émotion à l'intérieur. Mm. De gratitude, ouais. Oui. Mm. Donc oui, prenez moins les choses au sérieux, plus de fun et Mm. ouais, prendre du plaisir et de la joie dans ce qu'on fait. Carrément. Et d'ailleurs, quand on fait quelque chose sans plaisir et sans joie, on peut être dans la colère, dans la frustration, dans l'ennui. Ce sont des émotions basses qui attirent rien de bon. Donc voilà, à faire le choix. C'est vite, c'est Bibi. C'est Bibi. Et sur un tout autre sujet, ma deuxième casquette, c'est le home organizing et donc tout ce qui dit organisation. Et Ok. j'aime bien poser cette question-là parce qu'elle me tient un peu à cœur. Dans ton activité de coaching, est-ce que tu considères que l'organisation, pardon, est un facteur de réussite? Ouais, je le pensais jusqu'à récemment. Je crois que je suis en train de revoir cette position. Je suis quelqu'un de très organisé, hein. Voilà, j'aime quand les choses sont rangées, j'aime quand mon planning est clair, net, précis. Je surcharge jamais mon planning. Je préfère dire non que de dire oui pour faire un truc et mal le faire. Donc voilà, je me considère comme quelqu'un d'organisé. Maintenant, est-ce que c'est une qualité indispensable à la réussite? Ça, j'en sais rien. Parce que clairement, c'est pas mon domaine de compétence, c'est pas mon domaine de prédilection. Et je me demande en fait si des gens bordéliques ne peuvent pas simplement réussir parce que ce qu'ils font, ça les anime tellement que peu importe le fait qu'ils soient bordéliques, tu vois, autant dans leur planning que chez eux. Je sais pas. Il y a des gens qui aiment travailler dans le bordel. Moi, je sais que j'y arrive pas. J'ai besoin d'un espace clean. Euh, donc voilà, je ne sais pas. Je pense vraiment que ça dépend de chacun. Mais je remarque en tout cas que dans les femmes que je coach, il y en a beaucoup, beaucoup qui mettent leur manque d'organisation, on va dire leur échec sur le dos du manque d'organisation. Et ça aussi, pour moi, c'est une excuse. Parce que pour moi, en fait, décider de s'organiser, c'est encore une fois un choix. C'est qu'une histoire de choix, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être organisé? Ben, fais des efforts. En fait, rien n'est simple quand c'est nouveau, donc fais des efforts. Ouais. Mais est-ce que maintenant c'est une prédisposition à la réussite? J'en sais rien. Je ne sais pas.
Peut-être que toi, tu as un avis plus tranché que moi là-dessus, parce que moi, franchement, c'est pas ma... À la base, je le pensais, mais maintenant, je me dis quelqu'un qui est vraiment... Après, ça dépend des boulots, hein. Parce que imagine un commerçant qui oublie de sortir la collection été alors que c'est le moment. Enfin, évidemment, là, il y a un minimum d'organisation à avoir. Mais pour mon boulot à moi, pour tout ce qui est bosser sur le net, coaching, etc., je me dis que quand tu es suffisamment lumineux, suffisamment enthousiaste, suffisamment inspirant, motivé, motivant, bon, l'organisation, je suis pas, je sais pas. Et que tu bosses sur Internet et qu'on a besoin de voir qu'un seul mur de ta maison. Effectivement. Je sais pas ce que tu en penses. Mais écoute, voilà, c'est mon truc, l'organisation. Mais je prône aussi l'équilibre. C'est-à-dire que, voilà, pas d'extrême, toujours trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, il est toujours propre à nous-mêmes. Donc, pour moi, l'organisation, elle est primordiale, mais elle est aussi, comment dire, c'est aussi très important de l'aligner avec soi, qu'on trouve le juste milieu avec nous, en fait. Parce que, effectivement, trop d'organisation, ça peut nous couper peut-être dans notre créativité ou dans notre passage à l'action. Et au contraire, trop de hasard peut justement nous brouiller l'esprit et du coup, voilà. Donc c'est une question très personnelle à adapter en fonction de chacun pour moi, mais indispensable en fait, dans le bon équilibre. Dans l'équilibre. Ouais, ça c'est sûr. L'équilibre me plaît. Et l'équilibre propre à chacun, je trouve que c'est chouette de le préciser. Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est vraiment propre à chacun de trouver son organisation, ses outils qui vont entrer en résonance et qui vont être intuitifs en fait. Une organisation, ça doit être intuitif, ça doit être quelque chose de fluide. Et donc, voilà, les outils sont à adapter en fonction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, de notre personne. Et les outils, il y en a plein. Après, il faut juste piocher. Pour avoir quand même un minimum le juste milieu, voilà. Exactement. Et en parlant d'organisation, je voulais savoir quelles sont tes journées type. Est-ce que tu as une journée type? Et si oui, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Non, j'ai pas une journée type, j'ai plutôt une semaine type parce que chaque jour est orienté, c'est-à-dire que par exemple le lundi, en général, je ne prends aucun rendez-vous. Aujourd'hui, on est lundi, donc normalement, je n'aurais pas pris de rendez-vous, mais là, c'est mon premier jour de reprise, donc c'est différent parce que ça fait un moment que je te fais poireauter pour ton podcast. Mais en général, le lundi, en fait, c'est ma journée à moi, c'est-à-dire que je me mets devant mon ordinateur, après mon week-end. Je vais traiter mes mails, je vais faire ma programmation pour mes posts Instagram de la semaine. Je vais voir un petit peu ma stratégie. Enfin, vraiment, le lundi, c'est pour moi. Ensuite, le mardi, je ne prends jamais de rendez-vous le matin parce que le matin, c'est là que je suis la plus efficace. L'après-midi, très clairement, après 13h, j'ai envie de bâiller toutes les 2 secondes. Donc, ça sert à rien que je me mette devant l'ordinateur et que je cherche à être productive puisque c'est le moment de la journée où j'ai le moins d'énergie. Donc, le matin, ce sont des moments que je garde pour moi. Je ne prends pas de rendez-vous, je ne fais pas de coaching. Je travaille sur... le mardi, c'est souvent de la création de contenu pour le podcast ou YouTube, etc. Le mardi, j'ai mes coachings de groupe. Le mercredi, je ne travaille pas parce que ma fille est à la maison. Donc, on va à la plage. Enfin, bref, on profite toutes les deux. L'après-midi, mon compagnon ne travaille pas puisqu'il est prof. Donc, on profite tous les 3. Et le jeudi, c'est une journée qui est vraiment axée sur les rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien faire mes rendez-vous le jeudi. Et le vendredi, pareil, sachant que le vendredi, un week-end sur 2, ma fille va chez son papa. Donc, le vendredi, il y a un vendredi sur 2 où je
termine tard. Je vais bosser comme une tarée. Quand Jade ne rentre pas à la maison, j'en profite. C'est vraiment mon vendredi où je m'immerge dans le boulot parce que je sais que je ne serai pas interrompue du tout et que ça fait du bien. Donc, je m'immerge dedans et voilà. Et samedi, dimanche, c'est le week-end. Je profite de mon compagnon, de ma fille. Donc, c'est pas vraiment des journées type. S'il y a un truc qui se retrouve dans toutes mes journées, c'est que je m'arrête pour manger et je fais une petite sieste aussi parce que j'ai remarqué que ça me permet de pas bâiller. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait une sieste, donc je ne bâille pas. C'est quand même vachement mieux. Et il y a aussi un moment de la journée, soit c'est le matin, quand j'ai ramené ma fille à l'école, soit c'est le matin au lever pour le mercredi, le samedi ou le dimanche, soit c'est l'après-midi. Aujourd'hui, c'était l'après-midi, mais il y a toujours un moment de la journée où je vais m'octroyer une pause méditation. Donc, ça n'a rien à voir avec une sieste. C'est vraiment une méditation où je vais travailler ma vision, c'est-à-dire mes objectifs à long terme. Je vais me laisser guider en fait. Je vais partir et je vais m'immerger vraiment dans mes objectifs, dans ma vision. Je vais vraiment faire un travail de visualisation, mais sans chercher à créer, vraiment en me laissant porter. Et ça, c'est vraiment un moment important pour moi. Il est hyper ressourçant. Oui, le moment d'alignement. Ouais, il fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de rappeler pourquoi on fait tout ça, parce qu'il y a des moments où j'ai aussi envie de me dire mais pourquoi, enfin, où j'ai encore des doutes à me dire pourquoi je fais tout ça. Ma vie pourrait être tellement plus simple à choisir une voie plus conventionnelle, plus ordinaire. Et voilà. Parce que après, plus tu choisis un métier qui a du sens plus pour toi, plus tu t'y investis et forcément, il y a des moments où c'est moins évident que d'autres. Donc, c'est vrai que le fait de travailler sa vision tous les jours, ça me permet de rester alignée, focus. C'est super important. Super. Et est-ce que toi, alors juste la dernière question sur l'organisation, est-ce que toi, tu as justement un outil d'organisation ou un petit outil, un petit truc qui t'aide vraiment à passer à l'action en fait? Mon agenda. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Je suis. Alors, quand je fais un lancement, quand je travaille avec d'autres personnes, j'utilise Trello. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. J'utilise Trello quand je bosse avec d'autres personnes pour faire des listes. Mais moi, toute seule, c'est mon agenda et c'est uniquement mon agenda. Et j'ai un tableau sur le côté. En fait, j'ai deux tableaux. J'ai mon tableau sur l'année en face de moi, donc où je mets en gros ce que je veux faire à quelle période de l'année, quand je fais des lancements d'une nouvelle session de coaching, etc. Mes vacances, c'est le premier truc que je note. Je note toujours mes vacances en premier. J'ai mon tableau sur le côté où je fais mes plans d'action, en fait. Donc là, j'ai mon plan d'action pour la semaine sur mon tableau. Et après, je n'ai que mon agenda. Je me fixe très peu de tâches, en fait, tous les jours. L'objectif, c'est de les faire. C'est pas de me lancer des défis surhumains. L'objectif, c'est juste de faire mes tâches. Donc, voilà, très peu de rendez-vous, très peu de tâches. Et je les fais. Super. Et aujourd'hui, tu accompagnes combien de personnes? Alors, en ce moment, j'ai un groupe de 12 personnes. Mais j'accompagne beaucoup plus de personnes puisqu'en fait, les courageuses qui ont déjà, j'appelle les femmes que j'accompagne les courageuses, qui ont suivi les formations depuis 1 an et demi maintenant, elles continuent à m'envoyer des petits messages de temps en temps, donc elles sont une 60aine, ouais. Oh, super. Voilà. Donc, tu as commencé en 2018, tu disais? Non, j'ai commencé le coaching en juin 2020. Ok. Ça fait 1 an et demi. Donc, en 2 ans, ouais, ça s'est bien développé. Oui, très bien. Je suis très contente. C'est que le début. C'est super. Et justement, quelle est la prochaine étape pour la cafeteuse?
La prochaine étape, ça va être de relancer une nouvelle session de coaching. Donc, j'avais prévu qu'elle soit lancée le 8 mars, mais comme j'ai pas mal de demandes, je vais la lancer le 8 février. Et j'ai d'autres super choses à lancer cette année, mais je préfère pas en parler. Je préfère simplement protéger mes projets pour l'instant. Et pas Ok. protéger de on va me piquer l'idée parce que c'est absolument pas ça, parce que je n'invente rien de nouveau. C'est ouais, je préfère. Avant, je parlais beaucoup de ce que je lançais avant de le lancer. Cette année, j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire de me laisser porter et d'annoncer au fur et à mesure une fois que ce serait fait. Voilà. Ben, en tout cas, plein de bonnes choses pour ces Merci. projets Merci. qui vont arriver. Bah, toi Et aussi, ce podcast merci. qui prend vie et qui prend forme. Oui, tout doucement. Et j'ai une petite question que j'appelle la question girly. Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de ta routine méditation, Mhm. mais as-tu une autre routine bien-être, style Miracle Morning, par exemple? Non. Non, j'ai essayé pendant 15 jours de me lever à 5h30, ça m'a fatiguée. C'est pas du tout mon truc. Non, je, je- tu sais, ces trucs-là, alors après, si ça marche pour certaines personnes, c'est tant mieux. Moi, ça m'attire pas spécialement. On va dire que j'ai un mode de vie assez sain. Donc, je mange très peu sucré, je mange sainement, je bois de l'eau, je bois beaucoup d'eau, je médite tous les jours. Quand je, peut-être quand je prends ma douche, quand je me lave, je remercie en fait pour ce corps qui est le mien, qui est vraiment fonctionnel, qui est magnifique parce qu'il m'aide à. Enfin, j'ai un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, qui m'aide à aller vers ce qui est bon pour moi. J'ai un corps qui est beau, qui est parfait en fait. Et c'est vrai que ça, c'est mon truc. Je remercie mon corps, c'est-à-dire que quand je me mets de la crème, je mets vraiment. On va dire que le matin, je prends soin de mon corps en conscience. Je mets de la crème sur tout le corps et je remercie pour ce corps et je remercie mon corps en fait de m'aider tous les jours à avancer encore et encore et encore et à vivre en fait tout simplement. Hein. Mais sinon, à part ça, non, j'ai pas de routine de dingue où je me lève à 5h30 et je me lève à l'heure à laquelle j'ai envie de me lever. Je lis beaucoup, mais j'ai une vie simple en fait. Je me mets pas, je me mets pas de pression comme ça. Non, non. J'ai testé, hein, mais non, ça marche pas. Ça me plaît pas du tout. Soi-disant, la journée est plus longue, sauf qu'à 9h du soir, j'étais KO, donc ma journée n'était pas du tout plus longue. Donc voilà, non. Ça marche pour certains et c'est comme ce que tu disais pour l'organisation, en fait. C'est l'équilibre et qui est juste pour toi. Voilà. C'est bien, hein, les bouquins de développement personnel, c'est top, ça fait vendre. Maintenant, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, quand est-ce que je me sens en joie. Moi, je sais que le matin, j'aime prendre ma douche toute seule dans la salle de bain sans me faire déranger. Ça, c'est important, tu vois, mais c'est tout simple. C'est tout simple. Mais en fait, les choses toutes simples peuvent être un rituel. Un thé le matin, ça peut être un rituel. Tout dépend comment tu prends ton thé. Si tu prends ton thé devant ton téléphone à mater Insta et à dire ah, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, c'est sûr que c'est pas un rituel qui est bon pour toi. Mais si tu bois ton thé en te disant ok, j'ai passé une super nuit, j'ai passé une super journée. Je sais qu'aujourd'hui, je vais rencontrer Christelle. Je sais pas du tout à quoi je vais m'attendre, mais ça va être un super moment, etc., etc. L'énergie va être belle et que déjà, tu te mets en condition. En fait, ça suffit. C'est déjà un rituel. Tous les jours à son rituel. Donc, pour résumer, un rituel de gratitude envers tout ce qui Ouais, se présente et aussi d'intention de ce que tu as envie de vivre à chaque moment de la journée. exactement. Ouais, le soir quand je me couche, c'est peut-être un rituel, ouais, ça par contre. C'est le soir quand je me couche, je remercie pour tout ce que j'ai,
pour tout ce que j'ai vécu et je m'endors comme ça en fait. J'arrive jamais à la fin de ma gratitude et je m'endors toujours avant. Donc ouais, je m'endors comme ça et ouais, l'intention, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup ce mot, ouais. Mettre des intentions sur la journée, sur les relations qu'on veut vivre, sur les gens qu'on veut rencontrer. Ouais, complètement. Super. Merci Léa. On arrive à la fin de cet épisode. Où peut-on te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram. C'est là que je suis la plus active. Sous Cafteuse, Kafteuse. Et sur YouTube. Alors, YouTube, je te parle de YouTube, mais j'ai envie de tout recommencer. Donc, bon, allez voir et abonnez-vous pour voir la progression. Je vous promets une transformation. Et sur YouTube, et j'ai également un podcast qui s'appelle Bouge ton business. Voilà. Super, merci. As-tu un dernier conseil à prodiguer à nos auditrices? De revenir à plus de légèreté, à plus de simplicité, de peut-être simplement se poser la question, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux vivre moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Et de se demander, ok, comment est-ce que je peux faire pour aller vers ce qui me met en joie? Super, merci beaucoup Léa. Je t'en prie Christelle, merci à toi, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et longue vie à ton podcast. Merci.